Donc en introduction, je vous parlerai de l'importance de la viticulture, qui est l'une des productions agricoles les plus importantes du monde, tant par les surfaces occupées que par le poids économique de cette filière, notamment en France. Donc en France, c'est plus de 110 000 exploitations, 876 000 hectares, une population familiale de 320 000 personnes, une participation pour 5 milliards d'euros à l'excédent commercial agroalimentaire et un solde des échanges extérieurs 2 fois plus élevé que celui des céréales. Donc, comme pour les autres cultures, la plante, la vigne, est l'un des principaux facteurs de production. Cette plante, la vigne cultivée, appartient à l'espèce Vitis vinifera, qui est représentée par des variétés que l'on appelle aussi cépages. Donc le cépage, c'est une variété de vigne. On parle aussi à l'échelon international de cultivar. Il en existe plusieurs milliers de ces cépages dans le monde, entre 5 et 10 000 selon les auteurs, et c'est un chiffre qui est d'ailleurs toujours en évolution. On classe ces cépages en fonction de l'utilisation principale qu'on en fait. Donc il y a les cépages de cuve, c'est-à-dire les raisins servent à faire du vin. On a les variétés de raisins de table, dont on consomme les fruits frais. Et il y a aussi les variétés destinées au séchage pour l'élaboration donc de raisins secs. Pour chacune de ces utilisations, on classe les cépages en fonction de caractères particuliers de la production, par exemple les cépages de qualité pour les vins ou la saveur pour les raisins de table. La discipline très ancienne qui étudie les cépages s'appelle l'ampélographie. C'est une discipline qui est à mi-chemin entre la botanique et l'agronomie, et elle a pour objectif d'identifier les cépages, de connaître aussi leur diffusion, d'apprécier leurs aptitudes culturelles, technologiques, et enfin, c'est une discipline qui tente de proposer des classifications en relation avec l'origine des cépages. Donc si une discipline en tant que telle est nécessaire pour connaître les cépages, c'est d'une part parce qu'ils sont très diversifiés, ces cépages, aussi bien du point de vue morphologique que du point de vue de leurs aptitudes, et d'autre part, l'ampélographie est nécessaire en regard du rôle prépondérant qu'ont les variétés de vignes sur la qualité et la typicité des vins. Donc les amateurs de vin savent bien que le cépage compte beaucoup. Donc le but de ma présentation aujourd'hui n'est pas de retracer l'histoire générale de la viticulture, qui dépasse largement le matériel végétal, ni celle du vin d'ailleurs, mais vraiment de vous présenter des jalons historiques, des éléments qui permettent de comprendre la naissance et l'évolution des cépages. Donc je ne m'intéresserai qu'aux cépages. Cette histoire des cépages est indissociable de la discipline ampélographique, et il faut savoir que la vigne est une plante très documentée, donc beaucoup de textes, beaucoup de références assez anciennes, et je laisserai volontairement de côté les nombreuses légendes et les mythes qui relatent l'histoire de cette plante. Donc ça nécessiterait une autre conférence et des compétences d'historien que je n'ai pas. Donc cette histoire des cépages est longue et complexe, autant que celle des hommes et des civilisations qui se sont intéressés à la vigne. Et ces hommes, depuis des époques reculées, ont souvent, presque toujours, porté cette plante au rang de symbole. Un symbole que la vigne continue à avoir. Donc commençons par le début. Avant l'arrivée de l'homme moderne, il y avait déjà de nombreuses espèces de vignes dans la nature. Donc c'est attesté tout d'abord par plusieurs fossiles qui attestent cette présence de vignes ancestrales dans des formations géologiques d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe. Depuis le début de l'Éocène, donc le début de l'ère tertiaire, jusqu'à l'ère quaternaire, ces fossiles, qui sont des fossiles de feuilles et de pépins,
illustre assez bien la genèse des genres et des espèces de la famille des vignes. On peut estimer qu'au Quaternaire, les espèces de vignes que nous connaissons actuellement et que les hommes vont côtoyer en tout cas au début de leur présence sont quasiment en place. Ces espèces de vignes appartiennent à la famille botanique des Vitacées. Cette famille compte plus d'1 millier d'espèces regroupées en 17 genres botaniques. Ces espèces vivent surtout dans la zone intertropicale du globe. Et on peut citer par exemple les vignes vierges, que vous connaissez sans doute, qui ornent les murs de nos pays. Donc ces vignes vierges font partie de cette grande famille des Vitacées. Au sein de cette famille, seul le genre Vitis a eu une importance économique réelle. Ce genre Vitis est composé d'une 60aine d'espèces sauvages, une 30aine en Amérique, une 30aine en Asie, et seule l'espèce Vitis vinifera est autochtone du continent européen et d'Afrique du Nord. L'aire de répartition de cette espèce va donc du Portugal jusqu'au Turkménistan et des rives du Rhin jusqu'à l'Afrique du Nord. L'apparition de cette espèce daterait, selon les données fossiles, des périodes Miocène ou Pliocène. Et la forme sauvage de cette espèce, Vitis vinifera sous-espèce sylvestris, s'appelle aussi en français lambrusque. Donc on parle des lambrusques qui sont des vignes sauvages autochtones. Bien avant que les premiers hommes ne s'intéressent à ces populations de vignes, ces populations naturelles avaient subi déjà les 4 grandes glaciations du Quaternaire, avec à chaque fois un repli dans des zones refuges durant les périodes glaciaires et un redéploiement sur des zones plus larges dans les périodes interglaciaires. Donc ces aléas récurrents ont abouti à un morcellement des populations naturelles de ces populations de lambrusques, de vignes sauvages. Donc ce sont finalement des vignes déjà assez diversifiées qu'ont rencontrées nos ancêtres du Paléolithique. Ce sont eux qui les premiers vont prélever des raisins sur ces vignes sauvages comme nourriture d'appoint, les vignes étant des lianes accrochées aux arbres de façon naturelle. Plusieurs découvertes archéologiques de pépins, depuis le Moyen-Orient jusqu'en France, attestent en effet les ramassages de raisins depuis le Paléolithique inférieur. Cette activité de ramassage se poursuivra durant des périodes, les périodes suivantes, mésolithique, néolithique, âge des métaux, et même après la domestication de la plante jusqu'à des époques assez récentes. Au néolithique, les hommes du Proche-Orient deviennent progressivement des agriculteurs et ils découvrent le vin assez tôt, sans doute vers 6 à 8 000 ans avant Jésus-Christ. Cette découverte fut sans doute accidentelle à partir de fermentation spontanée de raisins qui étaient stockés dans des jarres. Les données archéologiques que nous avons convergent pour dire que la découverte du vin précède la domestication de la vigne. Donc, les premiers hommes ont fait du vin avant de domestiquer la plante. Cette domestication, qui suit la découverte du vin, intervient au néolithique, vraisemblablement dans la seconde vague des plantes mises en culture, après la vague des céréales. La vigne n'est effectivement pas une plante vivrière. L'objectif pour les hommes de cette époque était de disposer à proximité de leurs habitats de vignes plus productives, avec de grosses grappes, de grosses baies,
et plus régulières dans leur production, également d'obtenir des vignes plus sucrées avec des aptitudes accrues à la fermentation. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est cette espèce, Vitis vinifera, et seulement celle-là, qui a été domestiquée parmi la soixantaine d'espèces dont je vous ai parlé. Sans doute, la première raison principale, c'est que c'est la seule espèce de ces 60 à être naturellement présente dans la zone où l'agriculture est apparue. Le fait que cette espèce soit assez plastique au niveau de son adaptation écologique et climatique est sans doute aussi un autre grand avantage de Vitis vinifera. Enfin, le fait que Vitis vinifera ait une très bonne aptitude à la multiplication végétative, au bouturage, a sans doute joué également un rôle important. Dans ce processus de domestication, le passage à des vignes hermaphrodites, c'est-à-dire avec des fleurs possédant à la fois des parties mâles et femelles, les étamines et le pistil, ce passage à l'état hermaphrodite a été crucial car ce caractère biologique facilite grandement et surtout régularise la fécondation des fleurs et par conséquent la production de fruits. Au contraire, les lambrusques dont je viens de vous parler ont des sexes séparés, c'est-à-dire que les pieds qui portent des fleurs mâles sont distincts des pieds portant des fleurs femelles. Et c'est que ces pieds portant des fleurs femelles qui sont capables de faire rarement quelques baies de raisin. La forme domestiquée de l'espèce Vitis vinifera se nomme sativa. Sativa qui veut dire cultivé. C'est la vigne que nous connaissons tous aujourd'hui et qui couvre 95% des surfaces viticoles mondiales. Pour réaliser ce passage Sylvestris sativa, donc cette domestication qui a été assez longue, les premiers viticulteurs ont utilisé deux méthodes. La sélection de vignes, donc propagée par multiplication végétative, et la création de nouveaux individus par reproduction sexuée. La première méthode, la sélection, est basée sur l'apparition naturelle de mutations dans des populations de vignes. Ces mutations sont repérées et quand elles sont intéressantes, quand elles sont favorables et stables surtout, elles peuvent être conservées et fixées par simple bouturage. Bouturage qui est un clonage en fait. Donc là c'est assez simple, on prélève un bout de sarment que l'on plante ailleurs. On a ici donc avec ce système une conservation de l'identité par rapport à la souche mère. On reproduit de façon conservatrice. Cette opération de bouturage peut être répétée à l'infini et certains cépages parviennent alors à occuper des surfaces de plusieurs milliers d'hectares alors qu'ils n'étaient représentés au départ que par une seule plante. Donc il faut bien s'imaginer que si on prend un cépage, par exemple le Sauvignon, au départ du Sauvignon, il y avait une souche de Sauvignon, et aujourd'hui il y en a plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans le monde par ce procédé de multiplication végétative. Donc c'est comme ça que tous les cépages sont multipliés dans le monde et qu'on peut les acclimater à des zones parfois très éloignées de leur lieu de naissance. Par cette technique, les cépages ont pu traverser le temps quasiment inchangé pour parvenir jusqu'à nous. La deuxième méthode, donc les croisements, la création de nouveaux cépages, utilise la reproduction sexuée. Donc là, on va semer un pépin qui est le résultat d'un croisement naturel ou volontaire entre deux géniteurs via donc le pollen du parent mâle et le pistil de l'individu maternel. On obtient ainsi une nouvelle plante originale, distincte des deux parents et qui combine au hasard les caractères de ces deux parents. C'est exactement la même chose que quand un homme et une femme font un enfant.
Historiquement, ces croisements ont été d'abord naturels, spontanés, et ce n'est que très tard que les principes mâles et femelles ont été connus chez les plantes, et à partir de cette connaissance, un choix volontaire des géniteurs, femelles d'abord, et puis mâles et femelles, ont pu être faits, jusqu'à l'étape actuelle, où ces opérations sont toujours faites, avec des castrations et des pollinisations contrôlées. Donc on remarquera que ces deux méthodes de sélection et de croisement, jusqu'à la très récente arrivée des biotechnologies, ont été les seules disponibles pour améliorer les vignes. Aujourd'hui encore, ces deux méthodes sont largement utilisées dans les instituts de recherche et les instituts professionnels. Donc les premiers viticulteurs ont rassemblé ainsi des boutures de vignes prometteuses près de leur lieu d'habitation, puis grâce à leur curiosité, ils ont sélectionné donc, des mutations ou des semis pour créer les premiers cépages. Donc si on connaît les moyens utilisés pour domestiquer la vigne, en revanche, des incertitudes persistent quant au lieu, à l'époque et à la durée exacte de cette phase de domestication. Les nombreuses données historiques dont nous disposons, historiques, archéologiques et également linguistiques, s'accordent pour dessiner deux centres de primo-domestication. En premier lieu, le Caucase, la région du Caucase, donc correspondant à l'actuelle Géorgie et l'actuelle Arménie. Le deuxième centre est celui du Proche-Orient, donc c'est-à-dire la Mésopotamie et la Palestine, qui font partie donc du fameux croissant fertile. Il y a peut-être un troisième centre, mais qui n'est pas très clair, plus à l'est, en Asie. Plusieurs sites de ces deux zones sont datés du 6e au 3e millénaire avant notre ère et montrent des pépins de vignes de morphologie cultivée. À partir de là, la viticulture et les premiers cépages donc domestiqués, cultivés, vont assez rapidement être diffusés par les peuples de la haute antiquité. Donc cette diffusion se fait sans ordre précis et de façon assez précoce dans tout le bassin méditerranéen, en Europe continentale et également en Afrique du Nord. Donc pour l'Europe, ce n'est que la partie sud de l'Europe centrale. Parallèlement à cette première vague de diffusion durant la haute antiquité, d'autres données archéologiques et surtout de nouvelles études génétiques montrent que dans certaines zones, des domestications secondaires, sans doute indépendantes, se sont produites, alors sans doute par métissage entre les premiers cépages importés et les lambrusques locales, ou alors directement par domestication des lambrusques locales. Donc cette pratique de métissage entre des cépages importés et des lambrusques, donc des vignes sauvages locales, a sans doute été utilisée même de façon tardive jusqu'au Moyen-Âge, notamment en France et en Europe occidentale. Donc en définitive, il faut considérer plusieurs événements successifs de domestication, sans doute indépendants ou peu dépendants. Il faut bien garder en tête par rapport à ce qu'on peut lire dans l'histoire de la vigne que partout où la vigne cultivée a été apportée par les peuples antiques, la vigne sauvage existait. De tous ces premiers cépages nés de cette phase de domestication et qui ont été diffusés assez précocement, on ne sait rien, si ce n'est qu'il existait déjà des variétés colorées, des variétés roses, des variétés blanches, c'est tout. Sans doute, parmi ces premiers cépages, certains nous sont-ils parvenus, mais on n'a aucun moyen de le vérifier pour le moment. Ensuite, les auteurs
grecs, donc de la Grèce antique, décrivent assez bien la viticulture dans des textes, mais il faut attendre réellement les Romains, qui ont beaucoup diffusé la vigne également, pour que les cépages soient individualisés et surtout nommés. Et c'est à partir des Romains que nous passons de l'histoire de la vigne à l'histoire des cépages, réellement. Donc période romaine, où plusieurs auteurs latins vont citer et nommer de nombreux cépages, et parfois même décrivent succinctement leurs aptitudes culturelles. On peut citer le nom des auteurs, donc Caton, Varron, Virgile, Pline l'Ancien et d'autres, mais c'est surtout Columelle qui a été le premier à s'attarder sur la description des cépages et qui est considéré comme le premier véritable ampélographe. Ce Columelle, d'ailleurs, qui était déjà à l'époque un peu découragé face au nombre de cépages qu'il qualifiait d'infini et par la diversité de ces cépages. Les auteurs romains montrent dans leurs textes que les variétés sont déjà spécialisées pour leur utilisation. Donc il y a déjà des raisins spécialisés pour la table, d'autres pour la cuve. Donc il y avait déjà eu une spécialisation qui avait précédé l'époque romaine. Faute de description morphologique suffisante, la plupart des noms de cépages de cette époque ne peuvent pas être rapprochés de variétés qu'on connaît aujourd'hui. Il est pourtant probable que plusieurs cépages nous sont parvenus, et d'ailleurs parmi les cépages du fond méditerranéen, notamment des vieux cépages italiens, comme par exemple les Trebbiano, l'Aglianico ou les raisins de Corinthe, on pense que ces cépages étaient déjà connus à l'époque romaine. Cependant, quelques rares cas de variétés qui ont un caractère très particulier peuvent être associés à des cépages connus aujourd'hui. C'est le cas du premier cépage que je cite ici, le Appiané, qui veut dire vigne des abeilles, et qui correspond très probablement à un ou plusieurs muscats, dont l'odeur attire ces insectes. Le muscat, d'ailleurs, peut être, ou son groupe, ou le groupe des muscats, peut être considéré comme la variété symbole de l'Antiquité, parce qu'elle a été diffusée partout, dans tout le bassin méditerranéen, très tôt. En Gaule narbonnaise, un important vignoble est créé par les colons romains, qui avaient sans doute importé des variétés d'Italie, au climat similaire. Mais avec ces cépages méridionaux mal adaptés aux zones donc extra-méditerranéennes, la viticulture romaine ne s'étend pas au-delà de Gaillac, à l'ouest de la France, et de l'Ermitage, Valence, au nord. L'hybridation de ces premiers cépages romains par les colons avec des lambrusques locales gauloises, qui étaient naturellement adaptées, a sans doute permis la création rapide de variétés gauloises, et l'extension des vignobles a été possible grâce à ces variétés en remontant les voies fluviales vers le nord et vers l'est, donc en remontant le Rhône, la Loire, le Rhin et la Garonne. Pline, dans un texte, cite notamment l'Allobrogica, une variété qu'il nomme Allobrogica, qui est le cépage local des Allobroges, du Dauphiné, qui sont les ancêtres des Savoyards. Et cette variété, Allobrogica, qui correspond peut-être soit au Pinot, soit plutôt à la mondeuse noire, assez résistante aux froids hivernaux. Également cité la variété Biturica, qui est le cépage des Bituriges vivisques de l'Aquitaine, et qui est signalé par Columelle. Alors là, plusieurs hypothèses existent par rapport à de nombreux cépages actuels du sud-ouest. Peut-être est-ce un ancêtre de la famille des Cabernets, ou alors d'un des vieux cépages des Pyrénées, peut-être même un vieux cépage espagnol. On ne sait pas très bien.
En tout cas, il convient de rester toujours très prudent sur la correspondance entre les cépages cités par les Romains et les cépages que nous connaissons aujourd'hui. On n'a jamais de certitude. Plus loin à l'est, il faut également être prudent sur l'identité de variétés des Hébreux, notamment la variété portant les fameuses grappes de Canaan, qui étaient immenses. Il s'agit peut-être du cépage que l'on appelle aujourd'hui Néhel-Eskol, ou raisin de Palestine, et qui a toujours des grappes très impressionnantes. Cette période romaine, je vous l'ai dit, est une époque d'intense diffusion de la viticulture et des cépages, et notamment vers le Proche-Orient et la Perse, et plus loin vers l'Asie, donc Inde, Asie centrale et même Chine. Cette diffusion vers l'Est se fait par les routes que nous appellerons plus tard route de la soie et que certains appellent route de la sultanine, tant ce cépage, la sultanine, ce qui est une variété sans pépins, est présente sur tout le parcours de cette route. Donc en définitive, à la fin de l'Antiquité, la viticulture a gagné progressivement la plupart des zones connues comme viticoles aujourd'hui. Au Moyen Âge, les ordres religieux ont un rôle très important. Ils sont les sauveteurs et les héritiers des techniques vitivinicoles romaines. Donc la période du Moyen Âge est vraiment marquée par le monde chrétien en ce qui concerne la vigne, avec la viticulture qu'on nomme la viticulture religieuse, c'est-à-dire accompagnant le culte. Cette viticulture gagne de nombreuses zones, notamment en Europe du Nord, dans des contrées qui semblent aujourd'hui surprenantes, comme la Bretagne, les Flandres, l'Angleterre, l'Irlande, la Prusse et même le Danemark. Donc c'est l'extension maximale de la vigne en Europe, avec une perte progressive pour la Méditerranée de sa position de centre du monde viticole, surtout à cause de l'expansion islamique pour qui le vin est interdit. Donc la plupart des vignobles prestigieux que nous connaissons aujourd'hui en France et en Europe datent de l'époque du Moyen Âge. Comme dans toutes les périodes de colonisation, même récentes, l'Église romaine utilise dans cette expansion l'une des qualités de la vigne qui est de fixer les populations humaines, d'occuper des terres ingrates et de fournir rapidement des ressources importantes. C'est pourquoi certains parlent de plantes civilisatrices. Au Moyen Âge, les premiers noms de cépages connus actuellement apparaissent. On peut citer le grenache, le pinot de Bourgogne, le gouais blanc, le muscat, le trebbiano, le nebbiolo, qui sont des cépages italiens. Donc ces noms que l'on connaît, dont on connaît les variétés aujourd'hui, apparaissent assez tôt, dans les années 1100, 1200, 1400. Parallèlement à l'apparition de ces noms modernes de cépages, la confusion de ces noms de cépages, qui avaient déjà été mentionnés par des auteurs romains, progresse aussi. Cette confusion des noms est due en grande partie aux échanges permanents de cépages entre les différents pays, les différentes régions, les différents villages. On nomme ce problème de confusion synonymie empélographique, car un même cépage peut être nommé différemment selon les localités ou les époques dont on parle. Je vous cite à l'écran un exemple, par exemple donc l'Uni blanc, qui est un cépage qui s'appelle Uni blanc à Cognac et qui s'appelle Trebbiano Toscano en Italie. C'est le même cépage. On pourrait citer un autre exemple, le Côte, cépage de Cahors, qui s'appelle aussi le Malbec. Au contraire, un même nom
peut parfois désigner plusieurs cépages, ce qui est plus gênant. Par exemple, le Riesling, ou alors Riesling du Rhin, n'est pas le même cépage que le Riesling Italico. Pourtant, les noms sont très semblables. La méconnaissance de cette synonymie peut avoir des conséquences économiques graves, puisque la confusion entre les cépages est aussi un moyen de frauder. On notera sur ces problèmes de confusion de noms, qui sont très touffus, que pour compliquer la chose, la confusion peut se faire aussi avec les noms de vins. Les noms de vins qui vont s'appliquer ensuite, de façon secondaire, à des noms de cépages. On peut citer le cas des vins grecs, qui, à l'époque du Moyen-Âge, venaient de Grèce, et par conséquence, plusieurs variétés de vignes, notamment italiennes, se sont appelées vignes grecques, Grechetto, Aglianico, etc. Plusieurs noms qui font référence au nom grec, mais c'était les vins qui étaient grecs. Pareil pour le nom Malvoisie, qui est un nom très célèbre. C'était des vins qui étaient importés au Moyen-Âge par Venise et qui ont eu un grand succès au Moyen-Âge dans toute l'Europe, notamment au XIVe, XVe siècle. Et ce nom de Malvoisie, en fait, de façon secondaire, a permis de baptiser plusieurs vignes, plusieurs cépages, et donc pas mal de confusion naît de ce nom. Le fait de nommer précisément les cépages sert aussi à les contrôler, voire à les interdire. Ainsi, même si les Romains avaient déjà tenté d'intervenir sur la production viticole par la loi, ce n'est qu'au Moyen-Âge que débute une réglementation discriminatoire pour certains cépages qui sont interdits parce que trop productifs. On peut citer le cas du fameux édit de Philippe le Hardi en 1395 qui interdit le très déloyal gamay, gamay qui produit pourtant aujourd'hui de très bons Beaujolais. Donc il va réglementer les cépages par la loi. En 1567, Philippe II, roi d'Espagne et comte de Bourgogne, fait pareil avec le melon. Donc il proscrit le melon. Au Moyen-Âge, les parcelles de vignes étaient plantées en foule, c'est-à-dire à très forte densité, côte à côte avec de nombreux cépages. Donc des parcelles très denses et qu'on plantait de plusieurs cépages. On plantait plusieurs cépages pour s'assurer d'une production régulière d'une année à l'autre. Cette structure variétale a permis, au moment de la floraison des vignes, des pollinisations croisées entre ces différents cépages et des semis de pépins spontanés qui ont résulté de l'hybridation entre plusieurs cépages. Ces pépins, dans ces parcelles donc à forte densité, germaient, et une fois qu'ils avaient poussé, ils pouvaient être remarqués s'ils se montraient adaptés aux conditions de terroir. Donc la création de ces nouveaux cépages durant la période du Moyen-Âge n'était vraiment qu'une hypothèse jusqu'à peu de temps. Et depuis quelques années, nous disposons d'outils génétiques modernes, de biologie moléculaire, qui permettent de vérifier ces hypothèses, voire même de découvrir des parentés ignorées jusque-là. Et ça marque une avancée considérable dans la discipline ampélographique et dans la connaissance de l'histoire des cépages. Donc ces techniques de biologie moléculaire sont appelées empreintes génétiques, et ce sont à peu près les mêmes techniques qui sont utilisées par la police scientifique pour traquer les meurtriers. Ce sont des techniques fiables et qui sont développées sur la vigne et utilisées par plusieurs laboratoires mondiaux. Ces techniques ont permis de découvrir des faits marquants sur la création de cépages qui sont aujourd'hui très connus. Donc par exemple le chardonnay, le gamay,
le melon de Bourgogne, la ligotée, le romorantin, qui sont des cépages toujours importants, voire très importants au niveau français et mondial. Le chardonnay, c'est l'un des cépages, si ce n'est le cépage blanc le plus planté au monde. Et bien, on a découvert que ces cépages sont en fait des semis issus d'un croisement entre le pinot noir de Bourgogne, que je ne vous présente pas, et le gouais blanc, qui est un cépage aujourd'hui quasiment disparu. Ce gouais blanc, que l'on appelle aussi Heunisch dans les pays de langue alémanique, et qui est un très vieux cépage. Ce cépage a eu un rôle considérable au Moyen-Âge, tant par la production des vins que par le fait qu'il était un très bon géniteur. Le gouais, croisé avec d'autres cépages que le pinot, a permis aussi de faire naître d'autres cépages très fameux. Le Riesling, la Jacquère, donc le Riesling Alsace-Allemagne, la Jacquère du vignoble des Alpes, la Folle Blanche et le Colombard, également le Jurançon blanc, qui sont des cépages assez connus dans le sud-ouest de la France, la Muscadelle du Bordelais, la Ramon du sud de la France. Tous ces cépages, a priori, sont issus du gouais blanc comme géniteur. On ne connaît pas encore les autres parents. Donc ces types de résultats génétiques, très récents, donnent un éclairage vraiment nouveau sur l'histoire des cépages. Le Moyen-Âge, c'est aussi le retour des croisades, avec plusieurs légendes assez fantaisistes sur les variétés que les croisés auraient rapportées de leur campagne. On cite souvent le chasselas, l'altesse, le furmint ou même la syrah comme étant des cépages qui seraient revenus des périodes de croisade. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis l'utilisation des techniques de biologie moléculaire dont je viens vous parler, on arrive à prouver, à montrer que ce n'est pas le cas. On prendra l'exemple de la syrah, qui était supposée venir de la ville de Shiraz, dans la Perse. Et aujourd'hui, on sait avec les techniques génétiques que ce n'est pas le cas et que c'est bien un cépage de France qui résulte d'un croisement entre deux vieux cépages quasiment disparus qui s'appellent la mondeuse blanche et la Dureza, qui sont des cépages des Alpes. Enfin, au sud, au Moyen-Âge, surtout au XIIe siècle, la période d'expansion islamique, donc en Afrique du Nord, en Espagne et en Asie mineure, se fait vraiment au détriment de la viticulture en général. Il y a une régression des surfaces viticoles, même si les raisins de table ont toujours été et sont toujours à l'honneur dans la culture musulmane. Aujourd'hui encore, la plupart des raisins de table que nous connaissons ou que nous consommons ont une origine orientale, assez nette, et on peut considérer que ces variétés de table, d'un point de vue strictement évolutif, sont plus évoluées que les cépages de cuve que nous connaissons en Europe occidentale, plus anciens. La Renaissance ne marque pas vraiment de rupture avec le Moyen-Âge concernant l'histoire des cépages. On est plutôt sur une continuité historique, si ce n'est que de nouveaux ouvrages ampélographiques apparaissent et listent de plus en plus précisément des noms de cépages. C'est le cas de la Maison rustique, célèbre ouvrage agricole de Charles Étienne et Jean Liébaud, qui va citer des noms de cépages, également des textes littéraires comme les ouvrages de Rabelais, de François Rabelais, qui également citent de nombreux cépages de la vallée de la Loire, le chenin par exemple, l'arbois, le breton, qui serait le cabernet franc. En Espagne, on a aussi Monsieur Alonso de Herrera,
qui va citer un nombre important de cépages toujours connus aujourd'hui, le Grenache, la Irène, le Jaén blanc, le Torontés, qui sont des cépages toujours bien plantés. Le XVIe siècle, c'est aussi celui où la viticulture gagne l'Amérique, les Amériques. C'est-à-dire pour la première fois une région en dehors de l'origine naturelle de Vitis vinifera. L'action des missionnaires dans cette arrivée de la viticulture en Amérique correspondait là aussi aux besoins liturgiques du culte chrétien. Et sans doute, comme dans l'Antiquité, les premières vignes qui ont été importées très tôt l'ont été à partir de pépins, parce que ces pépins sont moins encombrants dans les bagages et surtout ils se conservent beaucoup mieux lors des longs transports que nécessitaient ces voyages. Donc ces pépins apportés par les Espagnols en Amérique latine dès 1500, très tôt, ont donné naissance à un groupe de variétés qu'on appelle les criolas, les variétés créoles. Créoles dans le sens de métis du Nouveau Monde. Ce sont des variétés très rustiques, très productives. On peut citer le Mission, le cépage qui s'appelle Mission de Californie, et qui est aussi le même que celui que les Chiliens appellent País. Donc ce cépage est toujours planté sur d'importantes surfaces en Californie et au Chili, en diminution, mais quand même sur de nombreux hectares. Ce n'est que dans un deuxième temps, dans les vagues ultérieures d'importation du matériel végétal, que les colons ont apporté avec eux des boutures de cépages de leur pays d'origine. Ces pays d'origine qui étaient donc la source des cépages français, des cépages allemands, des cépages centre-européens et finalement des cépages italiens qui constituent aujourd'hui l'encépagement de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Donc il faut bien distinguer ces deux phases, les variétés créoles puis les variétés européennes. On peut citer dans ces dernières le fameux cépage californien le plus célèbre qui s'appelle le Zinfandel et dont les travaux génétiques récents ont permis de prouver qu'il s'agissait de la même variété qui s'appelle Primitivo en Italie et qui est une très vieille variété. On pourrait citer aussi le cas de la Carmenère du Chili qui s'appelait faussement le Merlot au Chili et qui a été apporté par des émigrés français. Le XVIIe siècle, donc au XVIIe siècle, plusieurs ouvrages agronomiques généraux sont de plus en plus précis pour décrire les cépages. On a notamment le fameux Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres qui parle déjà en 1600 de plusieurs variétés connues, le Picpoul, le Mélier, le Bourboulenc, le Calitor, le Tressau, le Chatus, autant de variétés françaises qu'on connaît toujours aujourd'hui. Dans son abrégé des bons fruits, Jean Merlet donne des renseignements sur de nombreuses variétés, dont le Meunier, qui est planté en Champagne, le Chasselas, le Sauvignon. Parallèlement à la connaissance et à la diffusion de ces cépages connus, la création de nouvelles variétés, par métissage, cette création se poursuit continuellement. Par exemple, l'apparition du Cabernet Sauvignon, qui, comme son nom l'indique, est issu d'un croisement entre le Cabernet Franc et le Sauvignon blanc, a sans doute été faite, enfin cette naissance est sans doute produite à la fin du XVIIe siècle, bien qu'il ait fallu attendre les années 1990 pour prouver avec des outils génétiques cette découverte assez triviale. On ne sait pas si ce croisement a été obtenu de façon volontaire ou involontaire. C'est aussi le siècle, le XVIIe siècle, où la viticulture poursuit sa conquête mondiale en gagnant l'Afrique du Sud. Les colons hollandais importent d'abord assez timidement les premiers cépages d'origine allemande,
Mais les premiers vignobles importants sont fondés à partir de cépages français, introduits par les Huguenots, émigrés suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. L'un des cépages majeurs d'Afrique du Sud actuellement s'appelle le Steen et n'est autre que le chenin que nous connaissons dans le vignoble de la Loire. Au XVIIIe siècle, surtout dans sa seconde moitié, est considéré par certains comme le début des temps modernes de l'ampélographie, puisque cette discipline va prendre une direction plus scientifique et plus rationnelle. Plusieurs raisons à ce changement. D'abord, la classification botanique des plantes en général devient plus scientifique, en liaison d'une part avec les travaux de Linné et de ses contemporains, et d'autre part avec les grands voyages qui ramènent des échantillons de plantes du monde entier, et parmi ces échantillons, plusieurs vignes lointaines. Également, on précise la notion de variété cultivée, de cépage et de limite de ces variétés et de leur stabilité par rapport au milieu. Les progrès du XVIIIe se font aussi pour les descriptions morphologiques qui s'affinent et qui notamment prennent en compte beaucoup mieux la feuille de la vigne, qui est le véritable visage de la vigne. On reconnaît un cépage par sa feuille, pas par son fruit. Par la prise en compte de ces meilleurs descripteurs ampélographiques, les identifications commencent à être possibles à distance avec des livres pertinents. Pour la France, on a, en plus d'études nationales, des études régionales qui vont préciser l'encépagement de plusieurs provinces. C'est le cas pour la Provence, pour le Dauphiné, pour l'Alsace et pour l'Aquitaine finalement en 1736, Aquitaine qui bizarrement n'avait pas été étudiée auparavant au point de vue de ses cépages, ce qui est assez bizarre étant donné l'importance à l'époque des vignobles. Donc à propos de dans ce vignoble aquitain, l'étude de l'abbé Belay en 1736 mentionne le sémillon, le petit verre d'eau. À propos du vignoble bordelais, c'est aussi à cette époque, fin du XVIIIe siècle, qu'a sans doute été créé le célèbre merlot à partir d'un semis de cabernet franc. Donc le merlot est un fils du cabernet franc. Pour l'instant, on ne connaît pas encore l'autre parent. L'autre fait marquant de ce siècle, du XVIIIe, c'est la constitution des premières collections de cépages. Donc, il y a eu d'abord la collection des Chartreux à Paris, à l'ancienne rue de l'Enfer, dont le catalogue comptait plus de 1300 noms de cépages ou de synonymes. Cette collection a été reprise sous le nom de Pépinière du Luxembourg et elle fut détruite sous le Second Empire pour l'alignement des grands boulevards. L'abbé Rosier a aussi commencé une collection près de Béziers en 1781 et il fut surtout le premier assez visionnaire à théoriser sur l'utilité des collections comme outil scientifique de production de connaissances. On peut citer également les grands efforts de Dupré de Saint-Maur à Bordeaux en 1783 pour regrouper une collection à partir d'une enquête nationale originale auprès des intendants des provinces du royaume. Et plusieurs autres collections ont suivi. La constitution de ces premières collections fut un grand progrès dans l'histoire des cépages, puisque une collection ampélographique, si elle est regroupée avec un minimum de rigueur, est effectivement un lieu, un formidable outil de dénombrement, de comparaison, de résolution de synonymes et d'études sous un angle assez scientifique. Plus tard, quand la biodiversité sera menacée, c'est-à-dire au siècle suivant, ces collections de vignes assumeront aussi une autre fonction qui est celle de conserver le patrimoine végétal. Le XIXe siècle est une charnière, une coupure qui a révolutionné définitivement l'histoire des cépages et de toute la viticulture
en France et dans le monde. L'histoire de ce 19e siècle est la clé de la compréhension de la viticulture et de l'ampélographie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je passe rapidement sur les superbes ouvrages de la première moitié du siècle en Europe qui décrivent parfaitement un grand nombre de cépages, de nombreux synonymes et faits nouveaux qui vont illustrer ces cépages par de très belles planches, de très belles gravures qui sont de plus en plus fidèles et qui sont de véritables œuvres artistiques. Le 19e siècle voit aussi apparaître les premiers travaux, historiquement, les premiers travaux de croisement volontaire et contrôlés de cépages pour obtenir de nouvelles variétés mieux adaptées aux objectifs de production. Près de Montpellier, en 1828, c'est-à-dire bien avant la connaissance des lois de Mendel sur l'hérédité, Louis Boucher de Bernard va hybrider sciemment des cépages méridionaux qui étaient déficients en couleur avec un cépage teinturier. Un cépage teinturier, ça veut dire qu'il a la pulpe colorée. Mais ce cépage teinturier qui n'était pas adapté aux conditions du sud de la France. Donc son but était d'obtenir des cépages qui soient à la fois très colorés et à la fois adaptés aux zones du sud de la France. Ces travaux seront poursuivis par son fils Henri, et les nouveaux métis ainsi créés, fortement colorés, vont faire triompher un autre cépage, l'Aramon, qui est un très fort producteur, mais qui manquait cruellement de couleur. La variété la plus célèbre de Monsieur Boucher, de Messieurs Boucher, s'appelle l'Alicante Boucher, et cette variété est encore plantée sur plusieurs milliers d'hectares en France et dans le monde. Ces travaux raisonnés vont ouvrir la voie en France et à l'étranger à plus de 150 ans de divers programmes de création de variétés. Dans son sillage, d'autres hybrideurs vont créer des cépages que nous connaissons toujours aujourd'hui et qui sont donc finalement assez récents. Le muscat Autonel d'Alsace, la Madeleine angevine, raisin de table précoce, l'Alphonse Lavallée que vous trouvez toujours sur les marchés, le Müller-Thurgau qui est un cépage planté en Allemagne. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les surfaces françaises plantées en vigne et la production de vin atteignent des records. Mais une série de fléaux venus d'Amérique, tous venus d'Amérique, donc cette série de fléaux va affecter gravement la viticulture et briser cet âge d'or qui est dénommé comme tel. En 1851, d'abord, c'est l'arrivée de l'oïdium. En 1878, c'est l'arrivée du mildiou. En 1886, c'est l'arrivée du black rot. En comparaison à la période précédente, qui avait duré plusieurs millénaires, effectivement, la période qui précède l'arrivée de ces maladies peut être considérée comme de la viticulture biologique, puisqu'il n'y avait aucun traitement. Ces maladies vont localement modifier l'encépagement en privilégiant les cépages moins sensibles et en éliminant les cépages très sensibles. Mais ces maladies n'étaient rien comparées à l'ennemi qui allait décimer le vignoble complètement, donc le phylloxéra. Le phylloxéra, qui est un puceron d'origine américaine, qui est détecté en 1863, mais on s'alarme vraiment de sa présence et de ses dégâts à partir de 1877. Il s'attaque aux racines de toutes les vignes européennes, sans distinction. Les vignes se dessèchent et elles meurent. Il serait trop long de présenter ici l'histoire passionnante de cette période de 25 ans d'invasion, comme on l'appelait à l'époque, l'invasion phylloxérique, de 25 ans de lutte qui a abouti finalement à la solution que nous connaissons aujourd'hui, le greffage sur des porte-greffes résistants à la forme souterraine de l'insecte. Le remède est effectivement venu du même continent que le mal, puisque le remède venait aussi d'Amérique. En effet, plusieurs espèces de vitis américaines, parmi les 30 dont je vous ai parlé en début d'exposé, ont été acclimatées
utilisés directement en tant que porte-greffe ou croisés dans des croisements très simples pour créer toute une gamme de porte-greffes adaptés au sol, au puceron et au greffage. Aujourd'hui, sauf dans quelques rares zones viticoles du monde, Chili, Australie, tous les vignobles de vinifera, de Vitis vinifera, sont greffés. Quand on regarde une vigne, on a en fait affaire à deux individus distincts. Le cépage, qui produit du raisin, c'est la partie aérienne qu'on voit, et le porte-greffe, qui est la partie souterraine, invisible, qui permet au cépage de pousser malgré la présence du phylloxéra, qui est toujours présent. Hein. Le phylloxéra n'a pas disparu, il est toujours présent en France et dans le monde. Une autre voie concomitante de recherche a cherché la solution dans des croisements complexes entre ces mêmes vignes américaines et les cépages européens, dans l'objectif d'obtenir de nouvelles variétés non greffées qui soient à la fois résistantes au phylloxéra et aux maladies et à la fois qui puissent produire des bons raisins. C'est ce que l'on a nommé et que l'on nomme toujours les hybrides producteurs directs. Plusieurs centaines ont été créés de ces variétés d'hybrides producteurs directs et ils ont représenté jusqu'à 30% du vignoble français dans les années 60. 30%, un tiers. Les répercussions de la crise phylloxérique sur l'économie, la viticulture et les cépages furent immenses. Il s'agit là, avec le phylloxéra, de l'une des plus importantes catastrophes agricoles de l'histoire. Tout d'abord, les pertes économiques furent sans précédent, avec des conséquences sociales parfois dramatiques, allant de la ruine jusqu'à l'émigration. Mais je m'attacherai surtout aux conséquences techniques. Première conséquence technique, la disparition de cépages secondaires, ce qu'on appelle l'érosion génétique, donc disparition des variétés locales dans tous les pays viticoles européens. Deuxième conséquence, la modification rapide de l'encépagement lors de la reconstitution du vignoble. Les parcelles qui sont reconstituées à partir de 1900 sont des parcelles beaucoup plus homogènes, beaucoup plus monovariétales. On n'est plus comme sur les vignobles du Moyen-Âge ou de la Renaissance avec des parcelles complantées de plusieurs cépages. On a un seul cépage. Également, autre nouveauté de taille, l'apparition d'un nouveau métier, ce qu'on appelle les pépiniéristes viticoles, qui est une nouvelle profession de l'époque et qui va bouleverser les usages séculaires de production de plants de vigne et qui vont en quelque sorte déposséder le viticulteur de cet usage de multiplier ses propres cépages. Autre conséquence, le fait de greffer les vignes va augmenter la vigueur de ces vignes et augmenter les rendements, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité des produits et le déséquilibre des marchés qui va suivre au XXe siècle. Enfin, les progrès scientifiques aussi sont une répercussion positive de cette crise, puisqu'il y a eu dans les 25 années qui ont permis de résoudre la crise une intense activité scientifique avec une abondante littérature et des travaux intellectuels très importants. Tout ceci entraîne finalement un bouleversement, une véritable révolution définitive des pratiques viticoles centenaires et explique toute la viticulture du XXe siècle. En 1900, après 25 années de recherche, bien qu'affaiblie, la viticulture redémarre et on peut estimer que la crise est surmontée. Tous les pays viticoles vont être touchés par le phylloxéra, mais plus tard que la France, pour beaucoup, et du coup pas avec la même intensité. Le XIXe siècle, c'est enfin celui où la viticulture finit son expansion mondiale en gagnant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'importation des premiers cépages en Australie s'est faite de façon assez complexe, à partir de cépages français, espagnols, portugais, italiens et allemands, avec de nombreuses confusions de dénominations qui ont été résolues ou partiellement résolues au XXe siècle. On peut citer par exemple le cas du Clair Riesling d'Australie, qui n'est pas du tout du Riesling, mais qui est un vieux cépage du sud-ouest de la France, des Pyrénées, qui s'appelle le Crouchen.
Le XXe siècle, qui est celui de toutes les nouveautés, commence avec une œuvre majeure ampélographique, jamais égalée depuis, qui s'intitule tout simplement Ampélographie. Ce livre a été coordonné par M. Viala et est rédigé par plusieurs dizaines d'auteurs. Il comporte 7 volumes énormes et rassemble quasiment la quasi-totalité des connaissances de l'époque. Cet ouvrage servira de modèle à quasiment toutes les ampélographies qui vont être éditées au XXe siècle. Elle a été rééditée il n'y a pas longtemps. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous la payer. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les descriptions morphologiques font aussi beaucoup de progrès parce qu'elles se perfectionnent et surtout elles s'internationalisent, c'est-à-dire qu'elles sont validées par plusieurs chercheurs européens et mondiaux et on peut comparer les données entre pays. Le problème des publications ampélographiques au XXe siècle, c'est qu'elles se passent souvent dans des revues scientifiques internationales qui sont malheureusement inaccessibles au public de non-scientifiques. Et c'est un gros problème. Suite à la crise phylloxérique, la plupart des scientifiques mondiaux, surtout européens, ont pris conscience de la fragilité des ressources génétiques et de la biodiversité des vignes. Et d'importantes collections, des conservatoires vont être constitués partout en Europe par les instituts de recherche agronomique. Donc les objectifs scientifiques n'ont guère changé dans ces collections depuis les collections de l'abbé Rosier, dont je vous ai parlé, mais la fonction de préservation du patrimoine est nouvelle et maintenant prioritaire. Des moyens très importants sont encore mobilisés dans ce but, notamment en France. Le XXe siècle, c'est aussi une meilleure connaissance des lois de l'hérédité qui permettent de mener des programmes de création de nouveaux cépages beaucoup plus scientifiques. Ces innovations sont faites surtout par des instituts de recherche et non plus par des viticulteurs ou des amateurs éclairés. Donc au XXe siècle, ce ne sont plus les amateurs ou les viticulteurs qui créent des nouveaux cépages, ce ne sont malheureusement que les instituts de recherche. Ce sont surtout des créations de raisins de table, où l'innovation est beaucoup plus possible que dans le raisin de cuve. Donc vous connaissez sans doute, ou vous avez déjà consommé ou acheté de l'Italia, qui a été créé en Italie, du Cardinal, qui a été créé en Californie, du Danlas en France, ou du Red Globe, également en Californie. Ce sont toutes des créations, soit du début du siècle, mais plus de la seconde moitié du XXe siècle. La seconde voie d'amélioration est initiée à partir des années 60 en France pour mener la sélection dite clonale des cépages traditionnels. Elle aboutit à l'agrément de plusieurs clones sains de cépages connus et qui sont ensuite multipliés et vendus aux viticulteurs. Le clone représente aujourd'hui l'échelon commercial du cépage. Quand un viticulteur achète un cépage, il n'achète pas du merlot, il achète du merlot numéro tant. Plus de 90% des plants de vigne plantés en France sont issus de ces travaux de sélection clonale, qui sont très importants. Les progrès scientifiques touchent aussi l'œnologie au XXe siècle. Ils avaient été initiés au XIXe siècle, mais ils s'intensifient surtout après la Seconde Guerre mondiale. La conséquence sur les cépages de ces progrès œnologiques, c'est que leur potentiel, notamment leur potentiel aromatique, est mieux mis en valeur. Autre conséquence, c'est que les techniques œnologiques permettent peut-être une plus grande souplesse par rapport à l'utilisation qu'on fait des cépages. Dans les périodes antérieures, les variétés étaient peut-être plus cantonnées empiriquement à une production d'un seul type de produit. Le XXe siècle, c'est aussi les nouveaux outils d'identification génétique dont je vous ai parlé à propos des croisements du Moyen-Âge, donc avec l'analyse de l'ADN, qui est le support de l'hérédité. Ces techniques donc sont très précieuses pour l'identification des cépages, pour la reconnaissance des parentés, comme je vous l'ai dit, mais ces techniques sont également très importantes pour marquer des gènes d'intérêt sur des cépages ou des vignes et permettent de les utiliser ensuite en génétique avec des biotechnologies.
un outil qui nous manque pour le moment avec ces techniques, c'est quand même un outil qui permettrait de dater l'apparition des cépages. Mais ça viendra peut-être. Le XXe siècle, c'est enfin celui où les cépages rencontrent la loi. Le fait n'est pas nouveau, comme nous l'avons vu, puisque déjà en 1395, je vous ai dit que Philippe le Hardi interdisait déjà certains cépages pour en promouvoir d'autres. Le XXe siècle, surtout en France, ne va faire qu'amplifier et généraliser cette instrumentalisation du cépage comme outil de politique viticole. On oriente la production en jouant sur les surfaces, avec des droits de plantation, des primes d'arrachage, et aussi en interdisant ou en recommandant tel ou tel cépage. Depuis 1935, il existe des cépages prohibés, des cépages qui sont autorisés, des cépages qui sont inscrits dans les décrets AOC, des cépages qui sont dits améliorateurs et donc soutenus au niveau de leur plantation. On parle aussi de clones agréés. Bref, tout un appareil réglementaire français et européen qui va encadrer complètement l'utilisation des cépages. Cette série importante de textes réglementaires sont en fait aussi l'une des raisons du maintien d'une certaine diversité d'encépagement dans nos pays. En conclusion, je vous dirais que l'histoire des cépages est très ancienne et qu'elle est assez complexe, aussi complexe que celle des peuples qui ont porté cette plante, avec plusieurs zones d'ombre. Comme j'ai tenté de l'illustrer, il faut plusieurs disciplines complémentaires pour proposer une synthèse cohérente, assez difficile d'ailleurs. Donc on a besoin de la paléontologie, on a besoin de l'archéologie, de l'histoire, de la linguistique, de la botanique, de l'agronomie et plus récemment de la génétique pour débrouiller un petit peu cette histoire. Par rapport à d'autres plantes, on peut considérer comme une chance le fait d'avoir autant de traces, autant de textes, autant de documents historiques. Le revers de la médaille, c'est que le vin et la vigne ont tellement intéressé les hommes que l'on se perd un peu, parfois, dans l'abondance des documents et dans la contradiction de ces documents. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de proposer une synthèse cohérente. De même, il faut voyager pour comprendre l'origine de l'encépagement actuel. Dans le temps, bien sûr, mais aussi dans l'espace. On est parti dans l'exposé de la Transcaucasie, la région du Caucase, du Moyen-Orient, puis Grèce, Italie, France, Amérique. Il faut voyager pour comprendre cette histoire. Les cépages actuellement plantés en France et dans le monde ont en définitive des origines assez diverses, aussi bien géographiquement que historiquement. Certains n'ont que quelques années. Je vous ai cité le Red Globe, qui a quelques années, mais d'autres sont peut-être plusieurs fois millénaires. En perspective, il est assez difficile de donner des hypothèses pour le XXIe siècle qui commence à peine, et c'est sans doute assez hasardeux, mais je finirai par quelques points qui influenceront peut-être l'histoire prochaine des cépages. Tout d'abord, la poursuite de l'érosion génétique qui est à peu près certaine, c'est-à-dire encore une fois la perte de diversité, la perte de cépages secondaires mineurs qui font notre patrimoine viticole. Les changements climatiques également qui sont en cours et qui induiront sans doute des choix de cépages différents par les viticulteurs pour retrouver une nouvelle adaptation au terroir si les climats changent trop. Autre point qui pourra peut-être influencer l'histoire prochaine, c'est la pression phytosanitaire. Le premier aspect concerne les quantités faramineuses de produits phytosanitaires qui sont chaque année pulvérisés sur les cépages classiques, qui sont par nature sensibles aux maladies importées à la fin du XIXe siècle. On peut raisonnablement se demander si le coût financier, environnemental et pour la santé humaine pourra continuer à être supporté par la société.
Et c'est l'un des défis qui s'ouvre à nous et aux scientifiques. Le second aspect de cette pression phytosanitaire concerne l'arrivée toujours possible d'une nouvelle maladie, un nouveau phylloxéra si on peut dire, qui serait une catastrophe équivalente à celle du passé. Et nous ne sommes jamais à l'abri de nouveaux ennemis. Dernier point, et je finirai là-dessus, les OGM, c'est-à-dire les vignes transgéniques, issues de la poussée des biotechnologies ces dernières années. Plusieurs travaux sont en cours dans le monde et nous verrons sans doute arriver sur le marché ces cépages modifiés dans quelques années. Les objectifs scientifiques se concentrent sur la résistance aux maladies, mais pas seulement. Est-ce que les viticulteurs voudront les planter? Quel nom les cépages auront-ils? C'est crucial. Les consommateurs voudront-ils boire le vin produit avec ces cépages transgéniques? On ne sait rien de tout ça encore. Toujours est-il que ces variétés transgéniques, dont certaines existent déjà à titre expérimental, représenteront la dernière étape de la longue histoire des cépages. Je vous remercie.